sujet, la titrisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la titrisation? Ça a été évoqué. Ça vise à convertir des actifs type créance en titres qui peuvent être négociés sur les marchés financiers. Ces actifs, donc, effectivement, ce sont... Alors, c'est des créances, mais vous avez aussi des fonds communs de titrisation où il y a simplement des obligations. C'est le cas, par exemple, des fameux fonds Novo, qui sont effectivement des fonds qui émettent des obligations, dans lesquels on souhaite effectivement financer des ETI, dont vous avez dû entendre parler, et là où on a uniquement des obligations. Mais en général, on a plutôt des créances. Effectivement, ces actifs, donc titrisés, ces actifs sont donc cédés à un véhicule ad hoc, et donc ça permet quand même de transférer les risques liés donc à ces actifs de celui de la banque ou de la société de financement qui a des créances vers effectivement le fonds. Donc l'intérêt de la titrisation pour le cédant, c'est d'une part, alors soit de rechercher un financement, du funding, soit dans le cas de certaines titrisations non déconsolidantes, ou alors sur lesquelles les structures amènent leurs garanties, d'avoir plutôt des problématiques, donc effectivement essentiellement de recherche de financement. Pour certains qui effectivement réussissent à faire ce qu'on appelle effectivement des titrisations déconsolidantes, là on améliore aussi la structure du bilan. Donc effectivement ça concerne pas mal de sociétés financières spécialisées, parce que vous avez historiquement, alors au-delà des RMBS, donc des adossements à des crédits hypothécaires résidentiels, vous savez que les régulateurs, enfin en tout cas la Banque de France, la CPR, insistent beaucoup sur le fait qu'il faut dégager les bilans bancaires de tous ces crédits financiers, des crédits immobiliers particuliers qui sont quand même extrêmement volumineux. Donc ils sont plutôt pour accélérer la titrisation sur les crédits résidentiels, enfin les crédits immobiliers particuliers. Vous avez aussi d'autres types de crédits qui existent, et notamment effectivement dans le cadre par exemple des sociétés financières spécialisées sur le crédit automobile, vous avez des véhicules de titrisation. Alors c'est vrai qu'il y a différents cas de figure, parce que soit dans le cadre de ces sociétés-là, elles redonnent leur garantie de toute façon, même si elles ont sorti les créances de leur bilan et que les créances se retrouvent du coup dans un fonds dans lequel il y a des investisseurs. Donc là, le risque finalement en solvabilité réside. Par contre, elles ont réussi à se refinancer. Ou alors elles déconsolident, c'est-à-dire que là, elles redonnent pas leur garantie. Et auquel cas, ça permet à la fois d'alléger d'un point de vue de la solvabilité et de la liquidité. Donc les deux cas existent un petit peu sur la place. Et puis vous avez aussi d'autres types de fonds dont on a parlé, les fonds qu'on appelle de prêts à l'économie, qui sont les fameux fonds non tranchés, on en parlera un petit peu à la fin, dans lesquels peuvent investir les assureurs, avec en plus une poche spécifique qui a été je dirais créée pour faire ça dans le code des assurances. Et puis ce qu'on voit aussi nous, c'est le développement de fonds de créances commerciales. Donc là, c'est un petit peu, alors à la fois une alternative à la facturage, mais aussi pour les facteurs eux-mêmes, une manière aussi d'alléger leur bilan ou de trouver de la liquidité, puisque effectivement, là, c'est une entreprise qui va céder ses factures, de la même manière qu'à la facturage, mais ça se retrouve aussi dans un fonds, voilà. Donc, multiplicité des éléments, avec des types de risques qui sont évidemment liés au défaut du débiteur, mais qui peuvent être aussi liés à la liquidité des parts de marché du fonds. Donc, en gros, le schéma, c'est que vous avez donc un transfert. D'un côté, vous avez des éléments, enfin, des créances qui se trouvent chez un cédant, qui est une banque ou une société de financement, par exemple. Et puis, donc, régulé à CPR. Et là, vous transférez tout ça dans une société de gestion, dont, effectivement, il a été rappelé tout à l'heure qu'elles ont dû, avec AIFM, passer société de gestion de portefeuille. Et un dépositaire qui est censé contrôler le respect du règlement aussi de l'organisme de titrisation. Je parle d'organisme de titrisation parce que, comme vous le savez, on peut être en France sous la forme des FCT, fonds communs de titrisation, ou des SAT avec une société anonyme. Les acteurs, on les a décrits. Donc le cédant, l'originateur, établissement de crédit, qui effectivement va être à l'origine des créances et qui va les transférer. L'arrangeur, qui est ça c'est un grand métier des BFI ou équivalent, puisque parfois on n'applique plus ce terme de BFI dans certains cas, donc qui sont en charge de la structuration de l'opération. La société de gestion, donc la société de gestion, là typiquement sous réglementation AMF, qui va gérer, qui va aussi normalement surveiller aussi toute cette exécution des cessions de créances, et qui va typiquement aussi s'assurer que les critères aussi relatifs aux créances, notamment ce qu'on appelle les critères d'éligibilité de ces créances, correspondent bien à ce qui est prévu par le fonds.
Le dépositaire qui, comme tout bon dépositaire, est censé contrôler les opérations et les dispositifs de la société de gestion. Le receveur de crédit, qui peut être dans le même groupe parfois, qui apporte sa garantie. Le serviceur, il y a beaucoup d'acteurs quand même, ça disperse un peu les risques et les responsabilités déjà. Donc, qui collecte les flux de créances et qui les dépose sur un compte spécifique. Donc, ce serviceur, il est censé aussi, en fait, parfois être au niveau du recouvrement. Bon, dans les opérations de la place, vous avez le servicing, il est assuré soit par la banque cédante qui continue à gérer les créances, elle a plus le risque, mais elle a les créances, ou parfois elle garde le risque parce qu'elle a en plus donné sa garantie, mais parfois vous avez des sociétés spécifiques qui sont censées recouvrer les montants non payés, alors soit de manière normale, soit dans le cas où le cédant qui gère normalement et qui recouvre fait faillite. Voilà. Et puis les agences de notation qui sont là pour tenter d'apprécier les investisseurs avec, j'espère, effectivement, une appréciation plus professionnelle que celle qu'on a pu voir au moment de la crise. Et puis les investisseurs finaux qui investissent là-dedans en pensant que tout ça est bien contrôlé. Et on l'espère pour eux. Alors, depuis la transposition en droit interne, il se passe, effectivement, la directive AIFM, il y a quand même beaucoup de questions en suspens, je ne vous le cacherai pas, et c'est la raison pour laquelle les quelques slides qui suivent le montrent. En fait, depuis cette transposition, les fameux, effectivement, fonds d'investissement alternatifs sont devenus des FIA, mais curieusement, et après un lobby de place bien mené, la plupart des sociétés de gestion de FIA ne sont pas couvertes par les obligations de la directive AIFM. Voilà. Alors c'est embêtant parce que pour l'instant, mais c'est en train de changer, il y avait un paragraphe, tout ce qui n'était pas IFM était couvert par ce qui correspond aux obligations pour les OPCVM. Ce qui est pas juridiquement génial, mais enfin bon, c'est ce qui existe. Il faut pas qu'il y ait de no man's land et donc il faut pas qu'il y ait effectivement de shadow banking. En général, on a en France en tout cas on est toujours rattrapé au moins par un régulateur. Les questions en suspens sont quand même nombreuses. D'abord, il peut y avoir sur certains types de fonds, et nous on l'a constaté puisqu'on fait des missions de contrôle et qu'on connaît un peu le sujet, liées aux déficiences de contrôle des fonds lorsque effectivement on a des milliers de lignes. Lorsque vous avez des fonds de créances commerciales avec des milliers de lignes qui sont rechargées tous les 45 jours, c'est pas forcément évident d'aller contrôler que le règlement du fonds, je sais pas si vous avez déjà lu un règlement de fonds commun de titrisation, 150 pages en général dans un vocabulaire qui est plutôt d'ailleurs des normes juridiques anglo-saxonnes, parce que vous avez des investisseurs anglo-saxons. Et vous avez là-dedans, par exemple, 4 pages, effectivement, qui sont ce qu'on appelle les critères d'éligibilité des créances. Ça peut aller jusqu'à une centaine, parfois, de critères d'éligibilité. Et donc, ces critères d'éligibilité, normalement, si tout va bien dans la réglementation, doivent être contrôlés par la société de gestion et par le dépositaire. La réalité, c'est quoi? C'est que sur certains types de fonds, c'est compliqué. Ni le dépositaire ne peut le faire. La société de gestion, elle le fait, mais pas forcément pour tout. Et donc, première question, pourquoi laisser dans le règlement des fonds des critères d'éligibilité dont tout le monde sait que c'est pas possible de les contrôler? L'investisseur investit sur la base de ce qu'il a vu dans le règlement et il pense que c'est super bien, les critères montrent que le risque est dispersé, secteur d'activité, géographie, etc. Première question. Deuxième question, vous avez une position AMF 2011-02 qui, en fait, sous forme de questions-réponses, a essayé de transposer l'environnement de la gestion d'actifs à la titrisation. C'est pas simple, ça l'est encore moins depuis la transposition de la directive AIFM. Cette position AMF mériterait certainement d'être revue et complétée pour mieux définir le rôle du dépositaire FCT et la SGP, notamment en matière de contrôle de la bonne application du règlement du fonds, qui inclut notamment le contrôle d'éligibilité des créances, parce que c'est quand même là-dessus que les investisseurs sont censés dire « Banco, j'investis, ça m'a l'air très bien, bonne répartition des risques, excellents critères ». Voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi peut-être voir une chose. Quand vous lisez la position AMF 2011-02 qui avait été écrite à l'époque, il y a une question qui dit le cédant ou l'entité en charge du recouvrement des créances est-il délégataire du dépositaire lorsqu'il conserve les créances? Parce qu'il faut savoir que contrairement à ce qui se passe dans la gestion d'actifs classique, un dépositaire, donc quand il a effectivement il est dépositaire de FCT, de fonds communs de titrisation, il y a des titres, mais il y a aussi des créances. Donc, dans la partie créances, on parle de tenue de position de ces créances. Et effectivement, le cédant ou l'entité en charge du recouvrement des créances, pourquoi cette question? Est-il délégataire du dépositaire? Parce que parfois, le dépositaire lui-même n'a pas cette tenue de position des créances, qui consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les créances. C'est le cédant, ou c'est l'entité qui est en charge du recouvrement, c'est-à-dire le servisseur, qui s'en occupe. Là, la question-réponse dans la position AMF disait « Il convient de ne pas assimiler cette possibilité à un cas de délégation de conservation ».
Hein, contrairement à la société de gestion qui dit je vais sous-déléguer, puis du coup elle reste responsable. Enfin, dans le cas des dépositaires qui vont effectivement avoir une partie de leurs activités qui sont faites par quelqu'un d'autre, bah, c'est un dépositaire qui est un sous-dépositaire, ça devient un prestataire essentiel pour lui, mais le dépositaire en titre, il reste responsable. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Si effectivement on considère que cette position est toujours d'actualité et non obsolète, la responsabilité de la conservation est uniquement à la charge du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement. Ça pose quand même question sur le rôle du dépositaire dans le cadre des FCT. Voilà. Donc, un sujet qui est important. C'est vrai que les opérations, ça a été soulevé par Françoise Paye-Gabert en début de séminaire. On voit beaucoup effectivement d'opérations. Il y a une pression assez forte aussi en fait des régulateurs pour pouvoir faire en sorte que les bilans bancaires s'allègent. Mais l'idée, c'est que pour que ça ne soit pas stoppé de manière brutale, il faudrait certainement que la réglementation soit légèrement complétée et légèrement détaillée, et pour que finalement les contrôles de l'ensemble de la chaîne, société de gestion, dépositaire, soient suffisamment clairs et appliqués pour qu'on ne retombe pas, je dirais, dans les errements du passé qui sont ces fameux fonds que vous connaissez de titrisation sur des créances immobilières qui n'avaient été regardées par personne, notées 3A, et qu'on engrangeait dans ces bilans sans trop de réflexion ni d'état d'âme. Voilà, c'est un peu le message du jour, et donc on suivra le sujet de l'évolution de la réglementation de près sur les aspects de titrisation.